Intéressons-nous à présent à deux affaires qui ont connu des retentissements hors des frontières nationales. Je veux parler tout d'abord de l'affaire Yahoo et j'évoquerai ensuite l'affaire Front 14. L'affaire Yahoo, vous êtes sans doute trop jeune pour l'avoir connue, pour l'avoir vécue, mais il est quand même utile de vous rappeler le contexte de cette affaire, les raisons qui avaient conduit des associations à saisir notre juridiction à l'encontre de la société Yahoo, et de vous exposer les éléments de réponse qui ont été apportés par la juridiction que je présidais. Alors, Yahoo avait ouvert un site d'enchères, Yahoo Auction, et dans une déclinaison de ce site, et une déclinaison de ce site comportait la vente aux enchères d'objets nazis, en tout cas rappelant les symboles du nazisme, etc. Des associations françaises s'étaient émues de pouvoir consulter ce site à partir d'ordinateurs situés en France et avaient donc demandé à Yahoo de tout faire pour que cette consultation ne soit pas rendue possible à partir du territoire français. Aucune réponse n'ayant été apportée à leur demande, ces associations ont décidé d'assigner Yahoo en France, afin qu'il lui soit ordonné de rendre impossible toute consultation de ce site. Cette affaire a fait grand bruit parce qu'elle mettait pour la première fois en cause une société qui était domiciliée à l'étranger, en particulier sur le territoire des États-Unis. La société Yahoo avait opposé aux demandes le fait, d'une part, que son site d'enchères était exclusivement réservé à un public américain, qu'elle n'enfreignait par conséquent aucune loi française, et Yahoo avait également fait valoir qu'aucun des critères habituels de rattachement de son site avec la France n'était réalisé par l'existence de ce site ou à l'occasion de l'existence de ce site de vente d'objets nazis. Examinant la demande, j'avais pu constater que tout internaute opérant à partir du territoire français pouvait visualiser tous ces objets, toutes ces reliques, symboles du nazisme, en France. Or, en France, la loi interdit l'exposition de telles reliques, de tels objets. Par conséquent, le fait de pouvoir visualiser en France une telle exposition constituait une infraction à la loi pénale française. Alors, premier point, Société Yahoo disait « Vous n'êtes pas compétent pour connaître de ce contentieux ». Je répondais, je devais répondre qu'en application de la loi pénale française, d'ordre public, eh bien, j'étais compétent pour connaître de cette affaire puisque l'infraction était constituée sur le territoire français par la visualisation de cette exposition de reliques et autres objets rappelant la période du nazisme. Yahoo a opposé, après cela, un autre argument en disant « Oui, mais ce site ne concerne pas, je le rappelais tout à l'heure, ne concerne pas les internautes français. Il est principalement destiné aux internautes américains. La meilleure preuve en est que les modes de paiement, les adresses de livraison se situent tous aux États-Unis et que par conséquent, il n'existe aucun critère de rattachement avec la France. » Ce à quoi j'ai pu répondre ultérieurement, mais au terme d'une mesure d'instruction. Et il m'a fallu, en effet, ordonner une mesure d'instruction parce que je voulais m'assurer de la réalité des propos, des moyens développés par la société Yahoo. Il s'ajoutait, cette mesure d'instruction était d'autant plus nécessaire que Yahoo opposait en même temps à cette demande une impossibilité technique d'interdire l'accès à ce site d'enchères parce que cela aurait conduit à investir des sommes considérables pour un résultat finalement très maigre. Pour toutes ces raisons,
j'ai fait appel à un collège d'experts. Et parmi ces experts, j'ai choisi 2 experts qui n'étaient pas de nationalité française. Le président du collège fut un expert français, mais en revanche, les 2 autres experts, l'un était américain, il s'agit de M. Vinton Cerf, donc qui était quand même une sommité dans le monde de l'Internet, en tout cas aux États-Unis, et le second était M. Ben Lori, spécialiste du logiciel libre. Je leur ai demandé, en effet, d'analyser les possibilités de filtrage des internautes, puisque c'était en fait la question qui se posait. Et cette expertise fut aussi l'occasion, je crois la première occasion, de réaliser une expertise en ligne entre les 3 experts, parce que ceux-ci ne se sont pas rencontrés tout le temps. Ils ont beaucoup échangé, d'ordinateur à ordinateur, de téléphone à téléphone, et il s'agissait même dans ce domaine d'une première dans le monde de l'expertise. Il n'empêche qu'ils ont étudié, ils ont répondu à chacune de mes questions, en concluant que les réponses aux questions qui avaient été posées par le tribunal ne devaient pas conduire, ne devaient pas les présenter comme des experts acquiescents aux demandes du tribunal. Ils demandaient simplement de constater qu'ils avaient répondu à mes questions sans prendre position sur la faisabilité des solutions qu'ils pouvaient être amenés à, non pas à préconiser, mais des solutions qu'ils pouvaient être amenés à préciser dans le cadre de leur rapport. Et ce qui a été intéressant dans ce dossier, c'est que les experts ont considéré que Yahoo avait la possibilité d'identifier les internautes opérant à partir du territoire français directement grâce à leur adresse IP, et ce, dans 70% des cas. Alors bien entendu, certains ont dit, si l'on ne peut identifier des internautes que dans la proportion de 70%, il reste 30% qui ne sont pas identifiables, et par conséquent, aucune mesure d'identification ne peut être raisonnable si elle ne concerne qu'un si petit nombre, un si petit pourcentage d'internautes. À cela, les experts avaient formulé un certain nombre de suggestions, avaient dit qu'il suffisait également, dans l'hypothèse où les internautes n'étaient pas identifiables directement par leur adresse IP, qu'il leur suffisait, en effet, de faire une déclaration de nationalité. Et on savait qu'à peu près 50% des 30% restants étaient susceptibles de déclarer lorsqu'ils intervenaient sur le réseau, oui, nous sommes français, nous venons de France, nous appelons, nous intervenons à partir du territoire français. Ce qui ajoutait, par ailleurs, les experts ont également souligné que différents autres moyens étaient susceptibles de compléter cette information sur les internautes qui venaient visiter les fameuses pages de Yahoo, en particulier la nationalité du navigateur. Et donc, on avait abouti à ce qu'à peu près 90% des internautes qui allaient visiter le site pouvaient être identifiés d'une façon ou d'une autre. Et il restait évidemment ceux qui faisaient appel à des sites dérivés, des sites d'anonymisation qui leur permettaient peut-être d'échapper à l'identification. Mais enfin, cela représentait un pourcentage, somme toute, assez faible. Et atteindre 90% d'identification m'était apparu comme un élément déjà très, très significatif. Et c'est bien la raison pour laquelle j'avais estimé qu'il était donc possible, c'était alors moi qui intervenais et non pas les experts qui eux m'avaient simplement fait part de leurs observations et du résultat de leurs investigations, il m'était apparu qu'il était donc possible, au moins dans 90% des cas, sinon même un peu plus, d'identifier les internautes. À ce moment-là, il était facile pour la société Yahoo, même située aux États-Unis, de faire en sorte qu'à une réponse, qu'à une demande d'interrogation, qu'à une demande de visite du site, eh bien Yahoo réponde par une impossibilité de visiter le site. Et tout cela, techniquement, ne représentait pas de grandes difficultés, et puis financièrement, ne représentait pas non plus un coût excessif pour la société Yahoo, qui, je le rappelle, à cette époque-là, se développait de manière considérable dans le monde entier, avait des réseaux dans chacun des pays, et pouvait par conséquent faire face à de telles exigences. Yahoo a dit, admettons que je puisse réguler, que je puisse contrôler, que je puisse identifier les internautes venant visiter ce site qui porterait donc atteinte aux droits des personnes vivant sur le territoire français, et donc qui porterait atteinte à la loi, qui violerait la loi française. Admettons que je puisse le faire. En toute hypothèse, je ne le ferai pas. Voilà ce que disait Yahoo. Je ne le ferai pas parce que
une telle initiative me conduirait à accepter une intrusion dans un domaine qui est le mien, qui résulte de la Constitution des États-Unis, qui est celui de la libre expression. Je n'ai pas de compte à rendre aux autres dès lors que je me fonde sur la liberté d'expression que me reconnaît la Constitution américaine en son premier amendement. Il est exact que le premier amendement de la Constitution américaine est très protecteur de la liberté d'expression. C'est ainsi que l'on a vu aux États-Unis des sites critiques, des sites dénigrants, des sites provocateurs, des sites racistes, etc., pour pouvoir poursuivre leur existence au nom de la liberté d'expression. Mais je constatais toutefois que cette liberté d'expression, telle qu'invoquée par Yahoo, était à géométrie variable. En effet, Yahoo avait, de son propre chef, admis, par exemple, que sur ces sites ne devaient pas figurer, par exemple, des objets, ou alors ne devaient pas figurer des photographies rappelant donc des brutalités commises envers les animaux, etc. Donc Yahoo avait d'autorité déjà exclue du premier amendement, du périmètre du premier amendement de la Constitution américaine, un certain nombre de faits, un certain nombre de comportements, un certain nombre de méthodes qui étaient susceptibles de heurter évidemment les personnes et la sensibilité de beaucoup de personnes. Alors je leur avais simplement dit, écoutez, un petit effort et vous exclurez aussi du bénéfice du premier amendement tout ce qui rappelle les horreurs des nazis. Et ils n'ont pas voulu écouter, bien entendu, puisqu'ils étaient tout investis dans leur défense fondée sur le premier amendement. Ils n'ont pas souhaité donner suite à cette invitation que je leur faisais. Donc, deux éléments. Le filtrage était possible, on l'a constaté. Yahoo pouvait, il suffisait qu'elle en décide ainsi, elle pouvait, si elle le souhaitait, exclure les objets nazis de ce site. Alors, que restait-il? Yahoo a fait la sourde oreille, ne souhaitait pas répondre à ce qu'elle considérait comme une véritable provocation d'une juridiction étrangère, et Yahoo a donc décidé de refuser absolument toute solution que lui proposerait une décision étrangère. Constatant cela, j'ai pris la décision de lui imposer, mais compte tenu précisément des éléments que j'avais recueillis dans le cadre des expertises ou de l'expertise qui avait été conduite par ces trois experts internationaux, j'ai considéré que Yahoo devait tout mettre en œuvre afin de rendre impossible la visite de ce site d'enchères d'objets nazis par un internaute opérant à partir du territoire français. Je l'ai fait sous astreinte, de telle façon que cette décision puisse avoir des répercussions financières, puisque l'astreinte était quand même de 100 000 francs par jour de retard, ce qui n'était pas rien. Il faut se situer à nouveau dans le contexte. Et par conséquent, constatant que l'exposition de ces objets constituait non seulement une infraction à la loi pénale, mais une offense à la mémoire collective du pays, puisqu'en effet, on faisait comme si le nazisme a été un passage obligé ou tout à fait ordinaire dans la vie des peuples, alors qu'il s'agissait quand même de quelque chose d'effroyable. Eh bien, constatant que cette exposition constituait une infraction et une offense à la mémoire collective du pays, qu'il était possible d'interdire l'accès, en tout cas de filtrer l'accès à ce site s'agissant des internautes français, j'ai demandé à Yahoo de procéder ainsi, donc de veiller à ce que les Français ne puissent pas accéder à ce site sous cette astreinte quotidienne. Alors, je sais que Yahoo, immédiatement après le prononcé de cette décision, et bien entendu, je passe sur un certain nombre d'éléments qui ont été développés dans le cadre de ce procès. D'ailleurs, je vous inviterai, si vous le souhaitez, à approfondir la réflexion sur cette affaire Yahoo en consultant différentes pages que vous trouverez sur Internet, en particulier sur le site legalis.net. Vous verrez les décisions dans leur intégralité et vous pourrez également vous intéresser, si cela pouvait vous intéresser, à la liberté d'expression telle que définie dans le premier amendement de la Constitution américaine, ce qui serait peut-être pour vous un élément d'information très satisfaisant. Yahoo a fait savoir
dès le prononcé de la décision, qu'elle n'exécuterait en aucun cas cette décision et qu'elle allait saisir les juridictions américaines d'une demande de refus d'exéquatur de cette décision. C'est-à-dire le refus de rendre exécutoire sur le territoire américain pareille décision. Yahoo, dans ce but, a saisi un juge américain, lequel a déclaré que quels que soient les motifs honorables de la décision qui avait été rendue en France, celle-ci se heurtait au premier amendement de la Constitution américaine et que par conséquent, cette décision ne pourrait pas recevoir exécution aux États-Unis. Mais il se trouve que, et on n'en a pas parlé beaucoup, d'autres décisions ont été rendues aux États-Unis sur appel de cette décision d'un premier juge et qui ont conduit à considérer que dans la mesure où les associations françaises qui avaient été à l'origine de ce procès, qui avaient donc obtenu satisfaction sur le territoire français, n'avaient pas sollicité l'exécution sur le territoire américain, il n'était pas nécessaire de se prononcer sur une telle demande d'exéquatur qui n'avait pas de sens. Et par conséquent, la décision du premier juge n'a pas été confirmée en appel, les Américains attendant peut-être qu'une demande d'exéquatur soit formalisée aux États-Unis par les associations françaises qui avaient obtenu la condamnation de Yahoo. Tel n'a pas été le cas à ce jour. Et par conséquent, à ce jour, la décision que j'ai rendue et qui a donc ordonné à Yahoo de faire en sorte que les internautes français ne puissent plus accéder à ce site, eh bien, cette décision est toujours valable. J'ajouterai, pour éclairer le débat, que Yahoo, quelques mois après le prononcé de ma décision, a décidé, d'initiative, de supprimer le site d'enchères pour le transformer en un site payant, duquel elle a exclu tout ce qui rappelait le nazisme ou alors d'autres discours de haine, comme les discours du Ku Klux Klan, etc. Par conséquent, Yahoo était allé bien au-delà de la décision que j'avais rendue. Elle avait carrément supprimé donc les sites d'enchères. Elle avait supprimé de ces sites tout ce qui représentait l'horreur nazie et tout ce qui représente par ailleurs la violence gratuite organisée par certains aux États-Unis à l'encontre d'autres. Et je n'ai jamais demandé à Yahoo d'aller aussi loin. Je pense que Yahoo l'a fait également parce qu'il y avait un intérêt évident à la fois d'image. Son image risquait d'être affectée parce que dans le monde entier, elle était regardée comme une société qui favorisait de telles dérives sur le net. Elle a dû prendre conscience qu'il était nécessaire de réagir pour préserver son image, la qualité de son image, qui par ailleurs est excellente, il faut bien en convenir. Et puis, Yahoo a sans doute voulu éviter aussi que ne se détournent d'elle, peut-être des fonds d'éthique qui, à l'époque, se posaient la question de savoir s'il fallait investir dans des sociétés qui étaient susceptibles de se faire critiquer au plan international en raison d'une complaisance expresse ou implicite envers des groupes ou acteurs de certains comportements déviants. Par conséquent, l'affaire Yahoo s'est clôturée de cette façon-là, à la satisfaction de tous, et elle a évidemment eu des répercussions essentielles, puisque on voit bien que c'était la première fois qu'une société étrangère exécutait une décision d'un autre État, de la justice d'un autre État, ce qui a donné lieu à des commentaires innombrables, et pour s'en convaincre, il suffit d'ailleurs de se rendre sur les sites, d'introduire dans le moteur de recherche les termes affaire Yahoo pour s'en convaincre complètement, pour se rendre compte de la publicité qu'a eu cette affaire, de l'impact qu'a eu cette affaire et de l'impact qu'elle a toujours, puisque ces sites, ces pages qui ont été ouvertes à la suite du prononcé de cette affaire existent toujours sur Internet.